Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Novagogie, le podcast des innovations pédagogiques de CY Alliance. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir accueillir et discuter avec Philippe Lal, qui est une personne qui est très importante dans l'histoire de Novagogie et dans l'histoire de ce podcast qui a pour vocation de parler d'innovation pédagogique. Mais je vais le laisser se présenter. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, bonjour, Philippe Lal. Alors, j'ai l'habitude de dire que mon vrai métier, c'est d'être enseignant-chercheur à l'université Claude Bernard Lyon 1. Et depuis quelques années, j'exerce des responsabilités. Alors, d'abord, ça a été dans mon université. J'ai été vice-président en charge de la formation pendant 9 ans. Puis, j'ai été conseiller stratégique pour la pédagogie au ministère de l'Enseignement supérieur. Peut-être on pourra revenir sur 2-3 choses que j'ai faites dans ce contexte. Et depuis 3 ans et demi, je suis responsable de diverses actions à l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et notamment responsable de l'action Nouveau cursus à l'université, donc, qui a pour vocation de faire évoluer la formation en premier cycle dans l'université ou les autres établissements d'enseignement supérieur. Alors, avant de revenir sur ce que sont les NCU, les nouveaux cursus universitaires, j'aurais une petite question sur vous. Qu'est-ce qui fait que dans une trajectoire personnelle, on décide à un moment donné de devenir enseignant ou professeur ? Alors là, c'est complexe. C'est un peu un hasard en réalité au début, quand j'ai eu ma thèse, j'ai fait un postdoc, et puis je me suis présenté sur des concours de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Naturellement, quand on cherche une première position, on n'est pas forcément très sûr de son choix. Est-ce qu'on va être chercheur, enseignant-chercheur ? Bon, moi j'ai passé divers concours. J'ai été recruté enseignant-chercheur. J'allais dire par chance. Si j'avais eu un poste de chercheur à l'INSERM, au CNRS, je l'aurais pris, faut être honnête. Mais au bout d'un an, si on m'avait demandé, allez, tu peux maintenant, tu es titularisé, mais finalement tu peux être chercheur plutôt qu'enseignant-chercheur, je suis persuadé que j'aurais dit non, je reste enseignant-chercheur parce que j'avais trouvé vraiment ma voie. Et cet équilibre, qui est difficile à trouver au début, mais entre les deux fonctions. En ce moment, on se trouve au colloque APC. C'est 3 journées qui ont lieu à l'université de Cergy. Alors, à chaque fois, je me trompe. Je ne sais plus si c'est Cergy Université, l'université de Cergy, Paris. Enfin, je vais essayer à chaque fois de retrouver. Je pense que c'est CY Cergy Paris Université, je crois. C'est ça. Et on parle beaucoup de SAE et de pédagogie qui sont innovantes. Et ça m'amène à parler du NCU qui travaille sur ce sujet. Pourquoi le NCU existe et qu'est-ce que le NCU ? Alors, il s'agit de faire mieux réussir les étudiants. Voilà, si je devais le résumer en une phrase. La question de la réussite en premier cycle, on en parle souvent. On dit souvent qu'à l'université, il y a beaucoup d'échecs. Alors, c'est vrai, mais c'est vrai dans un contexte où on accueille tous les étudiants, donc sans aucune sélection, et on est aussi parfois un endroit où les étudiants vont aller se chercher pendant 1 an, et puis ils peuvent au bout d'un an ou des fois même 6 mois rebondir sur d'autres formations. Alors est-ce que ces étudiants qui ont changé de voie, qui sont sortis des fois de l'université, qui sont allés réussir ailleurs, mais on les a aidés à cette réorientation. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils sont en échec ? Alors, si on regarde un taux de réussite, j'allais dire tout bête, statistique, la société nous renvoie que parfois oui, mais je suis convaincu que non. Alors voilà, l'objet des NCU, c'est trouver différents dispositifs pour que certains réussissent mieux, tout en restant à l'université en premier cycle, ou bien que d'autres aillent réussir ailleurs. Donc voilà, c'est très complexe parce que on est dans un système qui accueille de plus en plus d'étudiants, avec des aspirations de plus en plus variées. Donc il faut trouver ce qu'on appelle une flexibilité des parcours. Donc c'est s'adapter à un nombre de plus en plus grand, mais avec des stratégies de plus en plus individuelles. Voilà, c'est ça l'énorme difficulté des NCU. Donc ça pose vraiment la question des indicateurs de réussite, parce que là, ouais.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, le réseau des NCU, c'est-à-dire la structuration en groupe de ces projets pour partager ce qui marche et puis ce qui ne marche pas aussi, hein, parce que dans les NCU, ce sont des projets à long terme, en 10 ans, donc on a le droit de procéder par essai-erreur. Donc le réseau des NCU vraiment s'interroge sur cette question de réussite et en lien avec le ministère pour dire, voilà, il y a des indicateurs chiffrés, c'est combien d'étudiants ont réussi leur licence en 3 ans, en 4 ans, et puis il y a des indicateurs, donc ça on les connaît, on est capable de les mesurer, c'est très facile. Et puis des indicateurs qui sont très différents. Et puis alors, ils sont différents en fonction de qui les réfléchit. Là, si on est en tant que parent, c'est voilà, est-ce que mon fils, ma fille a réussi son diplôme, ok. Est-ce que finalement c'est une ascension, une ascension, oui, professionnelle, une ascension au sein de la famille, voilà. Donc ça, c'est une vue qu'ont va avoir les parents. Mais une vue qui va être très différente, c'est pour l'étudiant déjà. On peut très bien avoir réussi sa licence en 3 ans, puis finalement on ne s'est pas trouvé, c'était pas sa voie. Donc ça c'est un indicateur plus individuel. Et puis pour la société, ça va être l'insertion professionnelle. Est-ce qu'elle s'est bien insérée au bout de son diplôme de licence, de master, etc. Donc voilà, qui demande l'indicateur, qui observe. Ok, donc la provenance de l'indicateur donne une indication sur comment l'évaluer, parce que là c'est très intéressant ce que vous dites, et ça me fait penser à des personnes qui ont des différentes voies professionnelles, qui ont une première voie et qui se retrouvent en reconversion à 35, 40 Bien ans. sûr, Et que bien du sûr. coup, Et on peut même dire, alors voilà, si tu as un domaine où on va dire il n'y a pas de problème d'insertion, on va dire la médecine. Il y a de plus en plus d'étudiants qui, au bout de 3 ans, 4 ans, qui ont travaillé dur, hein, ils ont passé un concours, ils en ont un autre en perspective d'ailleurs, éventuellement au niveau de l'internat. Au bout de 3-4 ans, se disent, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Parce qu'ils n'avaient pas imaginé qu'être médecin, c'est être au contact de la souffrance, de la mort, hein, ou avant même d'être dans le métier vraiment de médecin, ils font des stages à l'hôpital, ils voient des personnes qui souffrent, ils voient la mort, ils voient des fois simplement le sang, et ils se disent, mais ce n'est pas ça que je veux faire. Donc la question de la réorientation, elle se fait même dans ces métiers où a priori on pourrait se dire ce sont des gens qui au départ ont une vocation, qui ont travaillé extrêmement dur. Ben non, et on a de plus en plus d'étudiantes qui sont dans cette situation-là, y compris dans ce diplôme, dans ce cursus-là qui paraît assez formaté au départ, avec des gens très motivés. oui, mais c'est super intéressant. Et est-ce que vous avez l'historique des NCU ? Alors les NCU, c'est un programme qui a été lancé donc, par l'État et donc suivi, financé par l'Agence nationale de la recherche en 2017. Il y a eu 2 vagues de projets, en 2017 et 2018. Il y a eu au total 36 projets qui ont été sélectionnés. Ce sont des projets qui ont une durée de vie longue, c'est sur 10 ans. Alors notre rôle à l'ANR, c'est de suivre tous les ans l'évolution pour voir si ça fonctionne, si le projet démarre, si les pilotes font bien ce qu'ils disent qu'ils allaient faire. Alors bien sûr, ils ont le droit de changer. Je disais, on procède par essai-erreur. On n'a pas écrit forcément en 2017 tout ce qu'on allait faire pendant 10 ans. En plus, il y a des choses qui peuvent arriver entre-temps, parce que là, si on parle de 2017, il y a des choses entre 2017 et aujourd'hui qui ont duré genre... Le Covid, par exemple, bien sûr. Des choses qui peuvent arriver imprévues. Et... Voilà, bien sûr. C'est effectivement le meilleur exemple. Le Covid, certains projets avaient dit, alors on va faire beaucoup d'hybridation des formations. En fait, ils l'ont fait très vite parce que voilà, il a fallu le faire en urgence en 2020-2021. Mais ça ne veut pas dire d'ailleurs forcément que ce sont des choses qui se poursuivent parce qu'on voit que les étudiants n'attendent pas forcément tous ça. Alors l'hybridation, elle peut servir. Je parlais de flexibilisation des parcours parce qu'on a des étudiants de plus en plus variés, avec des aspirations variées. Pour certains qui ont des situations familiales, personnelles particulières, avoir 1 ou 2 unités d'enseignement à distance, ça peut être très très utile. Avoir tout le cursus à distance, là par contre il y en a d'autres que ça fait plutôt caler. Donc c'est pas parce qu'on a pu avancer des fois très vite sur l'hybridation qu'on n'est pas revenu en arrière. Voilà, effectivement il faut s'adapter. Ça me fait penser à la notion de présence à distance d'Annie Gézégou, qui parle du fait que numériquement en fait on doit aussi réussir à trouver des moyens de mettre en place des process qui permettent de ne pas être extrêmement distanciés de nos étudiantes et de nos étudiants, et que ces personnes ne soient pas distants sur le plan pédagogique. Et du coup, il y a
enfin, je veux pas trop faire long dessus, mais il y a plusieurs biais, il y a notamment la distance numérique, où on peut voir que il y a des personnes qui sont extrêmement compétentes sur certains points, mais en fait, utiliser les outils, ça demande des réflexions, des choses qu'ils ne maîtrisent pas forcément, et que du coup, il faut trouver des moyens pour qu'un maximum d'étudiantes et d'étudiants puissent travailler sur le sujet. J'avais une autre question, c'est vous avez parlé de l'ANR, et en discutant avec vous, j'ai compris que vous habitiez à Lyon. L'ANR se trouve dans quel lieu Alors l'ANR est à Paris. Pour décrire en vraiment 2 mots l'ANR, il y a l'ANR qu'on va appeler historique, qui a été fondée, j'ai peut-être pas la date en tête à l'année près, mais je crois en 2005, pour financer la recherche. Et donc beaucoup de chercheurs connaissent ça, hein. Il y a un appel à projet générique, il y a des appels à projets ciblés tous les ans. Et là, l'ANR dispose d'un budget donné par l'État et qu'elle répartit sur ces appels à projets comme elle veut. Et puis il y a une deuxième branche de l'ANR, c'est celle dans laquelle je travaille, qui a été fondée, je crois, en 2012 avec les PIA, Programme d'investissement d'avenir, maintenant qu'on appelle France 2030. Et là, ce sont des programmes plus ciblés qui sont définis directement par l'État, exactement par le secrétariat général pour l'investissement, et qui dit, voilà, sur tel appel à projet, par exemple les NCU, ça va durer 10 ans, c'est 350 millions d'euros, donc là, on n'a pas la maîtrise du budget, mais donc on a participer d'abord à la rédaction de cet appel avec le secrétariat général pour l'investissement, avec le ministère de l'enseignement supérieur, et à partir de là, on organise le jury international. Tous nos jurys sont des jurys internationaux, et ce jury donc fait la sélection des projets. L'État valide donc cette proposition, et nous on fait le suivi annuel de ces projets. Comme ce sont des projets longs, il y a deux étapes, ce qu'on appelle des go-no-go, où le jury international, au bout de 3 ans et 6 ans, en réalité la crise sanitaire a fait qu'on a fait au bout de 4 ans et 7 ans, donc le jury international dit voilà, ça va bien, ou au contraire, tel projet doit être arrêté. Bien sûr, c'est l'État ensuite qui valide, ce n'est pas l'ANR qui arrête les projets. Mais voilà, donc nous on a ce rôle de sélection des projets, de suivi annuel, de réunion régulière du jury pour voir si les jalons sont respectés à 2 échéances. Donc s'il y a une sélection, c'est qu'il y a eu des propositions. Comment les propositions fonctionnent? Est-ce que c'est disponible pour chaque personne qui travaille dans les universités? Est-ce que c'est uniquement public? Comment ça fonctionne? Oui, là, ce sont les établissements qui ont répondu, ou des groupements d'établissements. Parfois, c'est 2-3 universités qui se sont mis ensemble, ou un réseau d'écoles qui se sont mis ensemble pour répondre. Et donc, il y a eu, je ne sais plus exactement, il y a eu peut-être 60-70 projets qui ont été déposés dans les 2 vagues, et donc à la fin, simplement 36 qui ont été retenus. Mais ce n'est pas 36 universités, puisqu'il y a des réseaux. C'est entre 70 et 80 écoles, universités qui actuellement donc, ont un NCU au travers de ces 36 projets. Ok. Et c'est possible d'avoir des projets de différents établissements qui se trouveraient, par exemple, un en Belgique et un en France, ou il faut que ça soit... Non, c'était vraiment un appel français. Français. Okay. Voilà. J'ai peut-être une dernière question sur l'historique de l'ANR. Enfin non, on en a quand même bien parlé. Sur la place de la recherche. Voilà, c'était ça ma question. Est-ce que ces NCU permettent de mettre en avant la recherche ? Oui, bien sûr. Alors, il y a quelques années, j'aurais répondu que l'université faisait des recherches à peu près sur tout, sauf sur elle-même. Ça aurait été un peu provocateur de dire ça, mais pas totalement faux quand même. Et justement, les NCU sont l'occasion de faire de la recherche en pédagogie. Donc les établissements ont déposé des projets, comme je le dis, ils procèdent par essai-erreur, mais ce que regarde le jury international aussi, c'est est-ce que ces dispositifs servent à quelque chose? Parce qu'après tout, on peut dire qu'on a la plus belle idée pour faire réussir les étudiants, on ne sait pas si ça marche, et on s'en moque. Non, pas du tout. Donc, dans beaucoup de projets, justement, il y a l'analyse de l'effet des dispositifs. Et il y a dans les NCU entre
40 et 50 thèses, on est plutôt à peu près des 50 thèses qui ont été démarrées. Alors aujourd'hui, on est un colloque sur l'approche par compétences. Il y a plusieurs thèses sur l'approche par compétences, justement les effets de l'approche par compétences. Et puis comment les enseignants aussi mettent ça en place, comment ils le vivent, comment ça change les pratiques professionnelles. Donc des thèses qui portent à la fois sur l'évolution du métier d'enseignant-chercheur, ou de tuteur d'ailleurs dans l'enseignement, et puis des thèses sur les effets vis-à-vis des étudiants. Je pense aussi à un projet que je voyais il y a quelques jours et qui s'appelle Écrit Plus, qui est autour des compétences rédactionnelles en français. Donc pour tous les étudiants, il y a dans ce projet, je crois, 5 ou 6 thèses qui ont déjà démarré sur les effets de cette remédiation en français. Est-ce qu'on peut les mesurer? Comment ça va impacter la réussite des étudiants? Donc oui, ces NCU ont été l'occasion de financer de la recherche sur les effets des transformations pédagogiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose de particulièrement intéressant. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité et pour les réponses. Ça nous éclaire vraiment beaucoup sur ces différents dispositifs et sur ce à quoi ils sont... les raisons pour lesquelles ils ont été mis en place et leurs objectifs. C'était avec plaisir. C'était Novagogie, le podcast des innovations pédagogiques de CY Alliance. Ce podcast est fait pour vous. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et 5 étoiles sur les différents agrégateurs de podcasts. Merci pour l'écoute et à très bientôt. Ciao les pédagogues.